Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal d'ATG. Tout de suite, un point sur l'actualité régionale de la semaine. Samedi soir, alors qu'un jeune adolescent de 14 ans s'était rendu à une fête, une bagarre a éclaté et le jeune homme a reçu une balle en pleine tête. Sa maman regrette un manque d'intérêt de la municipalité pour ces quartiers dits sensibles. Reportage. Matoury, quartier Cognola-Mirande. C'est dans cette maison qu'a eu lieu le drame. Dans la nuit de samedi à dimanche se déroule un sound system. 3 heures du matin, 2 coups de feu. Un adolescent tombe, blessé à la tête par un calibre 12. J'étais avec une fille, et puis j'ai vu les gars commencer à se battre et tout. Puis moi, je savais même pas qu'il était là. Et puis ça a commencé à chauffer, ils envoyaient des chaises et tout. Puis moi, j'essaie de partir, mais je pouvais pas parce qu'il y avait plein de gars qui se battaient. Du coup, bon, j'ai trouvé une sortie, je suis allé dehors, et après ils ont tiré 2 coups de feu. Personne n'était au courant. Il a dit à son grand frère qu'il allait à un anniversaire, mais après on ne savait pas qu'il allait se retrouver dans un sound system. Ce n'est pas la première fois que les sound systems font des victimes. La maman du jeune garçon vient de perdre son second fils. Le premier n'avait que 16 ans. J'étais pas au courant, et voilà. Ça fait mon deuxième fils. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, et c'était déjà dans ce genre de manifestation. J'aimerais que les Blancs commencent à voir les choses qui se passent dans le quartier pour pouvoir faire quelque chose. Parce que tout commence devant le Chinois. Les gens jouent aux cartes devant le magasin et ça part en bagarre. C'est là où ça commence tout ce bazar. À chaque fois c'est comme ça. Et mon fils n'était même pas dans cette bagarre, il était à côté. Mais comme il était grand, c'est lui qui a reçu la balle dans la tête. Mike Gallimot n'avait que 14 ans et est décédé ce matin. Sa maman a dû revenir d'urgence et à ses frais du Suriname. La première fois, l'enterrement était à sa charge. Elle espère que cette fois-ci les coupables seront punis et paieront l'enterrement. Elle regrette également que personne ne soit encore venu la voir, ni gendarme, ni élu. Il y a juste le propriétaire de la maison qui est passé, mais comme je n'étais pas là, je ne sais même pas s'il va revenir. Il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose contre ces sound systems, qu'ils soient contrôlés. Ni les gendarmes, ni les élus ne viennent poser les pieds ici. J'ai dû revenir du Suriname et aller moi-même déclarer les événements. Tout le monde se fiche de ce qui se passe dans le quartier. Ça nous fait mal. Depuis 3 heures du matin, quand j'étais allé sur place où était mort Mike, je vois mon neveu se baigner dans son sang comme ça, et puis il y a les gendarmes qui laissent ça comme s'il n'y a rien été passé. Nous, on veut que la justice fasse quelque chose, parce que ça fait mal. Que nous, on a des jeunes qui veulent avancer l'affaire, parce que je vois que les gendarmes ne l'avancent pas. Mais c'est nous les plus grands qui arrêtent les jeunes. Parce qu'eux, ils peuvent trouver la personne qui a tiré sur Mike. Mais nous, on les arrête parce que c'est à la justice de faire son affaire, de faire le travail. Donc, les jeunes n'ont pas le droit. Mais si on voit que le gendarme n'avance pas l'enquête, on va lâcher les jeunes d'avancer l'enquête. La police hésite à patrouiller dans ces quartiers dits sensibles. Le règlement de compte entre 2 bandes rivales relance le problème de la circulation des armes à feu en Guyane. 3 suspects sont toujours en garde à vue. Je veux que la justice fasse quelque chose parce que je vois mon enfant souffrir comme ça. Ça me fait mal. La mairie de Matoury a pourtant fait interdire ces sound systems qui souvent dégénèrent. On écoute le maire de Matoury au micro de Myrlande Pierre. Non, c'est pas un sous-système, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi c'était une petite fête privée, avec des invitations bien sûr qui ont débordé, d'après ce qui m'a été rapporté, ce que nous avons pu constater. Donc finalement, le sous-système, comme je l'ai dit, est interdit par arrêté. Normalement, on ne peut pas exécuter, sinon, à ce moment-là, la personne sera sanctionnée ou se met face à des difficultés. Donc il devrait assumer, bien sûr, leurs responsabilités. Mais là, il ne s'agit pas du tout de cela. Donc c'est un événement malheureux que je déplore, notamment pour le jeune, mais aussi pour les membres de la famille. Et tout le monde aujourd'hui attend l'enquête judiciaire qui a été lancée par la justice, de façon à savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et par qui cela a été produit. Lundi, nous apprenions qu'il était possible de partir en vacances, et pour pas trop cher. Le pénitencier de Rémire propose des séjours à la carte tout compris. 3 détenus sont partis faire leurs courses après avoir escaladé le mur de la prison. Ils sont ensuite revenus par le mur où ils étaient passés. Le sujet de Myrlande Pierre. Hier en fin d'après-midi, 3 détenus ont été surpris en train d'escalader le mur de semi-liberté du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour rejoindre leur cellule. Hier 14 juillet, 3 détenus se sont
échappé au niveau du centre du quartier de Semi-Liberté et ne sont revenus qu'à 15h30. Donc le surveillant posté au Mirador 1 les a vus et c'est là qu'il a alerté la hiérarchie. Le centre Semi-Liberté ne fait pas l'objet de surveillance le week-end et les jours fériés. Profitant de ce 14 juillet, jour de fête nationale, livrés à eux-mêmes, ces 3 détenus sont sortis régler leurs affaires. Concrètement, aujourd'hui, à la direction, à la mission Outre-mer, à la direction de l'administration pénitentiaire, c'est de nous mettre les moyens techniques déjà, au moins de mettre des concertinats au niveau du CSL, parce que c'est un quartier qui est livré à lui-même et que par conséquent, il est inadmissible que ces gens, ce sont des détenus avant tout et après tout, ce sont des détenus et que par conséquent, il va falloir prendre des mesures réelles pour que la surveillance soit dans ce quartier. Tel un moulin, chacun fait ses va-et-vient comme bon lui semble. La direction est encore une fois pointée du doigt, mais il semblerait que le silence reste le mot d'ordre de la hiérarchie. Bon, je ne pense pas qu'ils soient partis pour ramener des armes, mais ils sont revenus avec ce qui est gravissime quand même, une bouteille de whisky, une bouteille de rhum et 2 téléphones portables. Une journée de liberté bien organisée pour ces prisonniers qui ne sont pas revenus les poches vides. Il est à déployer qu'il est plus condamnable de rentrer en prison qu'à s'évader. Les gardiens ont dû également aller se promener. Lundi, c'est également cette autre mauvaise nouvelle. Cette jeune fille de 15 ans attaquée sur l'île de la Réunion par un requin. C'est la première fois qu'un requin s'attaque à un nageur et aussi près des côtes. En Guyane, la dernière attaque connue remonte aux années 70. Une nouvelle qui donne tout de même envie d'aller se rassurer auprès de l'Ifremer. Une touriste de 15 ans a été tuée lundi par un requin sur l'île de la Réunion. Les accidents répertoriés concernaient jusqu'ici les surfeurs. Pour la première fois, c'est une nageuse et à 3 mètres du bord qui se fait attaquer. En Guyane, il n'y a jamais eu d'attaque de rapportée. Pourtant, les requins sont bien présents. On peut trouver sur le littoral quelques espèces de requins. Et en Guyane, nous avons de tout. Des requins bulldogs qui apprécient évoluer dans la mangrove aux requins tigres réputés pour leur agressivité près des côtes. Mais pour l'Ifremer, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si on va très au large, si on fait plusieurs centaines de kilomètres, on va retrouver un grand nombre d'espèces qui sont communes à toute la région d'Amérique du Sud. Par contre, plus on se rapproche de la côte et moins on a d'espèces. C'est-à-dire que vous ne les trouverez pas par moins de 30 mètres de fond sur le littoral. Ces requins-là ne sont vraiment pas présents, sauf peut-être leurs jeunes, vraiment les juvéniles, les bébés, quoi. Et puis vous avez quelques espèces de requins qui n'ont pas de dents, donc des requins qui ne sont absolument pas dangereux. Le véritable danger de nos plages reste le courant, surtout de janvier à juillet. Alors pour que les vacances restent des vacances, soyez prudents lorsque vous allez vous baigner. Voilà, et si nous interviewons un pêcheur d'expérience, ça donne ça. Requin tigre, requin bulldog, requin pointe noire, requin citron. L'année dernière, mon fils en a pris un énorme, facilement 5 mètres. Dimanche, on en a pris 5 de requin bulldog, allant de 1,50 m à 3 mètres. Mais il y en a. Et il y a d'autres personnes qui en ont pris. Et je connais un autre bateau, il m'en a même donné un qui faisait à peu près 1 mètre, 1,20 m. Il ne faut pas me raconter qu'il n'y en a pas. Tous les pêcheurs de la crique de Sinarmarie, de tout ça, attrapent ces gros requins dans leur filet. Nous, à la ligne, les 3 mètres, 3,50 m, c'est le seul qu'on puisse arriver à ramener au bateau. Et après, c'est soit on arrive à les tuer, soit ils coupent tous les câbles. Des câbles de 2-3 mm, ils sont coupés comme si c'était à la tenaille, facile. Il n'y a pas d'accident en Guyane grâce à la pêche industrielle, la pêche crevette, parce que la pêche crevette fait quand même des rejets en mer. Et ces rejets permettent aux requins de se nourrir. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne rentrent pas sur la côte. Parce que si ces requins n'avaient pas, ce rejet de poissons en pleine mer, je pense qu'il y aurait beaucoup d'accidents. Il y avait bien une usine de foie de requin à Irakubo qui était tenue par le père Lama et pêchait que du requin tigre à l'époque. Il n'y a personne qui se baignait comme je vois là. Les personnes qui viennent faire les messiles sur le rebord des plages à se baigner, à nager au large comme ça. Il y a quelques années en arrière, on ne le faisait pas. Mais si mon oncle Jean Karam était encore sur terre et puis pouvait vous raconter ce qui se passait dans l'estuaire de Kourou, où est-ce qu'il y a le bac, ce qui se passait sur les plages de Kourou, où est-ce qu'il y a la montagne de Dreyfus, la tour Dreyfus, je peux vous dire, monsieur, que des requins, il y en a en Guyane. Et que je pense que les Guyanais ils ont perdu la mémoire. En Australie, on a inventé des combinaisons anti-requins, si vous êtes intéressé.
Mardi, alors que la Guyane fête l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, Denis Léa Joseph nous explique la différence entre le dancehall et le hip-hop, on préfère. Ce mercredi et ce jeudi se dérouleront des stages de danse organisés par l'association Dynamic Crow Guyane. Une opportunité de connaître des rythmes tels que le dancehall et le hip-hop. Voilà, en fait, ce sont les vacances. On a décidé de faire un stage d'hip-hop et de dancehall parce que ce sont les deux styles de danse phares en ce moment qui tournent en gros sur YouTube et autres. Et voilà, en Dynamic Crow, on s'est mobilisé pour faire venir Fatou Terra, voilà, danseuse de raga professionnelle. Et sont conviés tout public, d'accord, jeunes à partir de 6 ans à pas d'âge. Les stages seront animés par des danseurs professionnels tels que Fatou Terra. Moi, je donne des cours de raga dancehall. Je dis plus raga parce que raga, c'était la base au tout début, dans les années 90. Début des années 90, nous avions du raga muffin et c'est cet état d'esprit que j'ai aimé. Pour moi, cette danse, elle est sensuelle, elle est féminine et en même temps, il y a aussi cette partie homme qu'on peut avoir, ce jeu d'attitude où tu te la racontes et tout. Et c'est ça que j'aime dans cette danse-là. Et si vous ne connaissez pas la différence entre le dancehall et le hip-hop, ça, c'est du dancehall. Come here. Et ça, c'est du hip-hop. Maintenant, si vous voulez voir Fatou Terra faire quelques pas, eh ben... Je ne ferai pas quelques pas parce que je veux que vous veniez me voir en direct pour voir, participer avec moi, jouer. Et comme ça, tu pourras voir après, à ce moment-là. Donc j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Je vous attends nombreux. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête, hein? On y va. L'invitation a été faite. Les stages auront lieu à la Smith Academy de 10h à 17h et les places sont limitées. Et l'été, c'est le moment d'apprendre à danser. Mercredi, c'est un horrible accident qui fait la une. Un bus a été percuté de plein fouet par un camion. Bilan, un mort, une jeune fille parisienne qui visitait la Guyane avant de se rendre au Brésil pour les Journées mondiales de la jeunesse. De nombreux blessés également, physiquement et psychologiquement, qui ont heureusement rapidement été pris en charge. Nous étions sur place de l'hôpital Saint-Laurent. Vision d'horreur ce matin. Très grave accident de bus impliquant des participants au JMJ qui visitaient la Guyane avant de se rendre au Brésil. Bilan très lourd, un mort et 3 blessés très graves, notamment les conducteurs. Le préfet a immédiatement déclenché le plan blanc. Le plan blanc, c'est ce qu'on appelle en Guyane le plan Novi, c'est-à-dire nombreuses victimes. C'est un plan qui consiste à réquisitionner tous les moyens présents sur le territoire, civils et militaires, pour venir au secours de personnes lors d'un grave accident, comme ce matin par exemple. Les JMJistes se rendaient à Kourou pour visiter le centre spatial guyanais dans un premier temps et devaient ensuite rejoindre Cayenne. Les 3 cars se suivaient. Un chauffeur de camion transportant un tractopelle perd alors le contrôle de son véhicule. Le camion vient littéralement détruire le premier bus venant de face. Les traces de freinage sont clairement visibles. L'abbé Mathias Suterlin a expliqué que continuer le voyage serait rendre hommage à la jeune fille décédée. Demain matin, nous repartirons à Cayenne, parce qu'on est bien obligé d'aller à Cayenne. Et je pense que là, on verra dans les 42 du groupe de Saint-Léon ceux qui veulent continuer, ceux qui ne souhaitent plus continuer. Je pense que la très grande majorité souhaitera continuer parce qu'ils se disent tous dans leur cœur que Sophie leur aurait dit de poursuivre jusqu'au bout. L'archevêque de Paris et les responsables de la délégation de Paris des JMJ expriment leur gratitude aux autorités de la Guyane et aux services hospitaliers pour la promptitude et l'efficacité de leurs interventions. Dès ce soir, une veillée de prière est organisée sur Cayenne. Sophie les accompagnera sans doute de là-haut. Bernard Lama n'est pas qu'un joueur de foot, il sait aussi être utile. Il joue avec ses mains, mais également avec sa tête. En donnant à la Guyane sa propre eau de source, d'îlot, un reportage de Myrlande Pierre. C'est tout au début des années 2000 que Bernard Lama, ancien gardien de l'équipe de France de football et du Paris Saint-Germain, a imaginé la production d'eau en Guyane. Fin novembre 2012, les premières bouteilles d'îlot ont débarqué dans les commerces du département, après des années d'attente et d'obstacles. Il n'y a pas de transformation, on n'agit pas sur l'eau.
Elle est embouteillée pratiquement comme elle est sortie du sol. Et donc là, elle est excellente, elle est très fraîche. Quand on la met au frais, on la met au frigidaire, on la récupère après, on sent cette fraîcheur naturelle qu'il peut y avoir dans l'eau des rivières ici. Pour mieux obtenir l'adhésion des consommateurs, la société Dilo propose ses produits à des prix inférieurs ou équivalents aux eaux antillaises. Une eau guyanaise de qualité avec un coût inférieur, de quoi satisfaire la clientèle. Il faut être solidaire, hein. Je suis guyanaise avant tout. Les autres dans leur pays, ils avantagent leur eau, donc on avantage la nôtre. Parce que c'est l'eau qui est produite ici, voilà. Pour faire travailler le commerce ici, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Et dire, bon, au moins, s'il y avait plus de choix, on aurait peut-être d'autres choses encore. Mais bon, pour l'instant, c'est de l'eau qui est fabriquée ici, donc, qui est tirée d'ici. Donc on fait profiter celle-là. C'est de l'eau de Guyane et puis c'est une bonne eau. 8 mois que l'eau Dilo est sur le marché, la production est stabilisée. La société espère exister de manière significative et vise 35% du marché, en se donnant 2 ou 3 ans pour y parvenir. En tout cas, si tout le monde se mettait à l'eau, nous aurions sans doute moins de morts sur nos routes. Jeudi, semaine chargée pour notre préfet. C'est à Matoury que Eric Spitz rencontrait la population et beaucoup l'attendaient, comme le sauveur. En poste depuis le 24 juin 2013, le nouveau préfet de Guyane était en visite dans différents quartiers de la commune de Matoury ce matin. Occasion opportune pour les habitants de faire part de leurs doléances. J'ai essayé de lui démontrer un petit peu les problèmes qu'il y a dans ce secteur. Et j'espère qu'il pourra nous aider, il pourra relayer le travail que nous avons commencé avec le préfet précédent, M. Labbé, et qui nous aidera à aboutir dans nos projets. Tout ce que nous avons demandé, nous attendons tout ça, nous sommes confiants. Nous travaillons avec le maire de la ville de Matoury, avec les instances, et nous attendons favorablement une réponse. J'attends pour la réalisation des logements et améliorer 2-3 infrastructures que nous n'avons pas encore. Et évidemment le dossier fiscal qui est un gros dossier pour le village Cécilia et en général pour les villages amérindiens. La chef du village Cécilia n'a pas manqué à évoquer la double taxation du foncier que supportent les habitants des villages. Un accueil qui est excellent, une bonne organisation au sein du village avec des porte-paroles reconnus, une salubrité, un bon état des maisons. Voilà, c'est radicalement différent. Si vous voulez, on passe d'un univers à un autre véritablement. Matoury, la ville aux multiples contrastes. D'un quartier à l'autre, les problématiques sont différentes. À Cogno, site commun, la question du foncier n'est pas à l'ordre du jour, car beaucoup ont construit leur maison sans permis. Derrière les tôles, on peut découvrir de très belles maisons ou encore des habitations noyées dans l'insalubrité. Moi, mon souci et ma mission, c'était de pouvoir faire venir l'État à l'intérieur de cette zone dite insalubre que nous avons commencé bien sûr à réhabiliter. Aujourd'hui, monsieur le préfet a touché du doigt une réalité dans l'île de Cayenne et je crois que, comme il s'est engagé auprès de moi, à intervenir auprès des ministères pour obtenir les crédits nécessaires à ce développement. Matoury, ville de 40 000 habitants, avec un budget qui ne suit pas. Par cette visite, le maire a voulu montrer et toucher du doigt la réalité du terrain. La collectivité a la volonté d'aménager et restructurer la commune, mais pour cela, il faut les ressources financières. Et bien sûr, trouver le moyen de faire rompre les barrières administratives de l'État. La preuve que les politiques se déplacent dans les quartiers. À suivre. Plus de 5 morts cette semaine, la Guyane se rapproche de plus en plus de Dieu. Au lendemain de la tragédie, les JMJistes continuent leur marche vers le Seigneur. Certains étaient déjà revenus sur Cayenne. Reportage. La vie reprend son cours. Le souffle coupé par les événements d'hier, les JMJistes ont regagné leur famille d'accueil de Saint-Laurent et de Cayenne. Ce matin, le programme du diocèse a suivi son cours, mais avec une pensée constante pour Sophie. On se dit que Sophie est partie, mais Sophie est venue pour aller jusqu'au bout. Donc nous devons aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'on était tous tristes. Hier soir, on a organisé une veillée de prière. Et voilà, on espère qu'elle repose en paix. On a prié pour elle, pour sa famille, pour les blessés, tous les blessés. Et vraiment, on continue de prier, mais on va continuer juste pour eux. Et puis, on aura toujours la foi et le courage de continuer ça. Et j'espère que les autres aussi. C'est le dernier tournant pour le festival.
Donc les groupes respectivement sont dans des coins, enfin des écoles, des lieux différents. Donc les Guyanais d'un coin, les Parisiens, les Lyonnais, nous sommes séparés. Chacun commence à vraiment rentrer dans la deuxième partie du programme, parce que la première partie était beaucoup autour de la culture. Et là, on rentre vraiment dans tout ce qui est évangélisation, sur le chemin des JMJ pour Rio. Une équipe Place des Palmistes prépare déjà la logistique pour la marche du soir, prévue à 17 h. Un défilé, prévu, pour entraîner la foule vers la Place des Palmistes où se tiendra un spectacle. Les jeunes trouvent la Guyane très accueillante et certains promettent même déjà de revenir. C'est un pays magnifique où les gens sont vraiment très accueillants, très chaleureux. On a vraiment été extrêmement bien accueillis à Sinnamary où on était avant de venir à Cayenne. Les Guyanais ont vraiment les bras ouverts et le cœur sur la main. On va discuter avec les jeunes qu'on croise de notre foi et puis partager, échanger, découvrir. On va prier sûrement, c'est sûr. On vient juste d'arriver à Cayenne. On va profiter là de visiter Cayenne jusqu'à midi. Et on a tous rendez-vous à la cathédrale avec l'évêque pour célébrer la messe entre jeunes. Et après on va tous se retrouver pour déjeuner. Et cet après-midi on a un petit temps de partage, de fraternité en petits groupes pour voir ce qui nous a apporté Dieu dans notre journée ou hier. On va partir à Petropolis et ensuite Rio. Voilà. Tu reviendras ? Sûrement. Vraiment sûrement. La semaine missionnaire se termine bientôt. Le voyage pour Rio commencera le 23 juillet et durera 5 jours. Il est certain que Sophie restera dans le cœur de tous et qu'elle repose en paix. Les JMJistes restants rencontreront le pape la semaine prochaine. Vendredi, le meurtrier présumé de Mike, le jeune garçon abattu d'une balle lors d'une fête samedi, a été arrêté. Il habitait dans le même quartier et n'était absolument pas son ennemi. Il risque 30 ans de prison. Myrlande Pierre. 18 gendarmes du GPI ont arrêté hier matin un jeune homme de 18 ans. Il est soupçonné d'être l'auteur du coup de feu qui a coûté la vie à Mike dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une fête à Cognos-la-Mirande. Originaire du Suriname, ce jeune garçon nommé Pinas n'était pas connu des services de police. Alors ce jeune homme est placé aujourd'hui en garde à vue pour un homicide volontaire, puisque encore une fois le jeune Galimond âgé de 14 ans est décédé par arme à feu. Donc homicide volontaire, il encourt une peine d'emprisonnement de 30 ans. Ce jeune n'est pas connu des services de police, il n'a pas d'antécédents, ou en tout cas pas d'antécédents de la sorte ni des faits de violence. Donc s'il est mis en examen samedi, ce qui potentiellement va être le cas, moi je vais requérir évidemment une détention provisoire pour lui, puisque les faits sont extrêmement graves et qu'il y a un trouble à l'ordre public qui est grave et persistant, avec des conséquences qui sont dramatiques, puisque encore une fois c'est un jeune de 14 ans qui a trouvé la mort dans une soirée festive où on est censé s'amuser, pas arriver avec des armes et certainement pas tirer. 2 perquisitions ont été effectuées à Cognos-la-Mirande. Une arme a été retrouvée, un pistolet, 22 longues rifles. Une expertise balistique est en cours. Le jeune Pinas est en garde à vue prolongée avant l'ouverture d'informations judiciaires. La phase de la garde à vue, c'est qu'on a réuni des charges contre lui, suffisantes pour pouvoir l'arrêter, et on est en train de lui demander des explications. Il est assisté d'un avocat et il doit fournir des explications sur le fait qu'on a pu l'arrêter, qu'il a été désigné par plusieurs personnes comme étant l'auteur de ce crime, et d'autre part qu'il a pu remettre aux gendarmes une arme similaire à celle qui a tué le garçon de 14 ans. Il y a eu un travail remarquable fait par les enquêteurs, la BR de Matoury et la section de recherche, qui a permis de recueillir des éléments, des auditions de témoins qui ont permis d'identifier l'auteur présumé de ces faits. Le travail de constatation a permis aux enquêteurs de la brigade de recherche de Matoury de retrouver rapidement l'auteur présumé du meurtre de Mike. Les organisateurs de la soirée font également l'objet d'une enquête et risquent d'être poursuivis. À peine majeur, le garçon Pinas encourt une peine de 30 ans de prison pour homicide volontaire. Voilà ce qui arrive lorsqu'on fait la fête avec des armes à disposition. Économie maintenant. Le placement préféré des Français va-t-il le rester? Le taux du livret A passera de 1,75% à 1,25% le 1er août. Plus de précisions avec Denis Léa Joseph. Le taux du livret A touchera son plus bas niveau historique.
À partir du 1er août, il sera abaissé à 1,25%, a annoncé le ministre de l'économie. J'ai décidé de fixer le taux à 1,25%. Non, rassurez-vous, 1,25%, je vais vous expliquer le 0,25%, à 1,25% à partir du 1er août. La situation de notre économie, et en particulier du pouvoir d'achat des ménages, justifie que nous fixions un tel taux. Ce taux permet de garantir le pouvoir d'achat du livret A en le maintenant à un niveau supérieur à celui de l'inflation. Pour comprendre l'importance de cette baisse, il faut savoir que le livret A est le produit bancaire favori des Français. Toute personne peut obtenir le livret A ayant au minimum 1,50 €. Pour calculer l'impact de ces 1,25% dans le portefeuille des Français, le calcul n'est pas très compliqué. Oui, c'est une baisse tout à fait historique, puisqu'il va passer de 1,75% à 1,25% à partir du 1er août. Ce qu'il faut savoir, ça représente pour un panier moyen de 3 800 €, ça veut dire une perte franche de 15 € sur une année, puisque les intérêts du livret A sont calculés par quinzaine, mais sur une année glissante, donc du 1er janvier au 31 janvier de l'année. Ce n'est pas le moment de désespérer. Chaque banque met à disposition de leurs clients plusieurs autres dispositifs où placer l'argent et le voir fructifier. Par exemple, produit d'assurance vie. Produit d'assurance vie qui a fait un rendement moyen de 3% l'année dernière. Vous avez aussi le plan épargne logement. Le plan épargne logement qui est un produit qui est très, comment je vous dirais, au niveau de la Guyane, les gens aiment bien le plan épargne logement. Ça a une durée courte, 4 ans, avec un rendement de 2,5%. Selon le gouvernement, la situation économique justifierait une telle baisse. Ça permettrait aux bailleurs sociaux d'économiser 600 millions d'euros par an. La ministre du Logement, Cécile Duflot, a annoncé la mobilisation d'une enveloppe de 120 millions d'euros en faveur du logement social, qui serait prélevée entre août 2013 et le mois de février de 2014 sur les fonds d'épargne. Investir sur la pierre en Guyane ou bien sur 9 mois reste sûrement le meilleur placement actuellement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour plus de détails sur les journaux de la semaine, rendez-vous sur notre site internet atg.tv. Tout de suite, le journal national. Moi, je vous retrouverai avec plaisir samedi prochain pour un nouveau tour complet de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et une agréable semaine sur ATG.